pour son réalisme merveilleux, qu'est-ce qu'il voyait à l'origine? Les Indiens. Les Indiens, entre guillemets, c'est-à-dire les autochtones. C'est-à-dire les Siboney, les Arawaks, les Taïnos, les Caraïbes. C'est ça pour lui, la base du peuple haïtien. C'est ça pour lui, les grands piliers, non seulement les grands piliers de l'histoire du pays, mais les grands piliers de la culture haïtienne et les grandes sources dans laquelle tout écrivain, tout peintre, tout artiste devait aller puiser quand cet écrivain, quand cet artiste, quand ce peintre veut bien que son œuvre soit bien enracinée dans la culture haïtienne. Sinon, selon Jacques, on passe à côté, on pédale à côté du vélo, on tourne autour de la plaque et on n'entre pas là-dedans, la culture haïtienne. Et ainsi donc, vous allez voir dans ses écrits l'importance qu'il donne aux Indiens dans son deuxième œuvre, par exemple, Les arbres musiciens. Gonaïbo. Gonaïbo. Qui porte en même temps, qui est le personnage central, symbolique. Gonaïbo, personnage central. La couleuvre, Gonaïbo. Enfant. Et l'enfant Gonaïbo, c'est en même temps l'enfance du pays. Dans les grottes, les tracés, les dessins de ces Indiens attiraient déjà le regard des Africains qui étaient émerveillés. Et dit-on que c'était des vévés qui ont servi déjà quand une cérémonie de vaudou se tenait quelque part. Cette cérémonie vaudou ne pouvait donc pas commencer sans déjà la présence de ces vévins. Et dans les Honforts, il y a le P, l'autel. Si au bas du P, il n'y avait pas un vestige indien, le P n'était pas sacré. Donc c'est pour montrer encore l'importance de l'Indien dans notre culture. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et encore les Indiens, même dans le carnaval, ce sont les Indiens qui sont en tête des défilés carnavalesques. Et moi, enfant, j'étais émerveillé de voir ces Indiens en tête des défilés carnavalesques. Et c'est merveilleux, la façon dont ils s'habillaient, etc. On avait comme envie de rêver, comme je l'ai écrit aussi dans un des poèmes, quand je disais dans un des poèmes qui avait pour titre, que je vais publier aussi, ce des poèmes que j'avais écrits à 17, 18, 19 ans, je vais les publier. Je trouve en les lisant que ça ne manque pas de saveur, que la saveur reste encore. Hein? Et j'ai dit un moment, dans le titre du poème, c'était quoi? C'était Tonton Macoute vole les rêves, Tonton Macoute voleur de rêves. Et je raconte là-dedans, c'était la période de la grève des étudiants, à mon retour de l'Union soviétique et de la Chine populaire. Et on me cherchait, moi j'avais pris la fuite, et les tontons Macoute sont rentrés dans la maison, ils frappaient mes tantes, ma mère, et mon jeune frère qui est actuellement en Argentine a été frappé, mais vraiment blessé et tout. Il est en Argentine jusqu'à présent, il est traumatisé par ce qui s'était passé. Et les tontons Macoute, après avoir tout saccagé chez moi, il y avait une vieille pendule comme je disais dans le poème, une vieille pendule qui faisait tic-tac, toute la scène de bonne journée, comme je disais, de belle journée, de 6h du matin jusqu'à 6h du matin, toute la sainte journée, de belle journée. Et les tontons Macoute sont partis avec. Et c'est comme s'ils sont partis avec un rêve à moi. Et après, quand je suis retourné à la maison, la pendule n'existait plus. Et moi, je continue à rêver de cette pendule.
C'est comme si cette pendule continuait encore dans son tic-tac, tic-tac, et jusqu'à présent. Donc, le merveilleux, c'est ça, chez Alexis aussi. Chez Alexis surtout, c'était ça l'Indien, dans Gonaïbo. C'était cette alliance entre l'Indien et l'Africain. Comme il parlait d'une nouvelle race, la race des Zambos. Comme si les Zambos c'était une sorte de cette alliance, ce fruit de l'Indien et de l'Africain, ces Zambos, dit-on, qui a donné lieu à une sorte de beauté haïtienne qu'on appelle le marabout. Le marabout chanté par le marabout de mon cœur, tu es mon bœuf salé, acassa au sirop qui coule dans ma gargoine, etc. On chante le marabout. C'est un type de beauté aussi, mais c'est un mélange d'Africain et d'Indien, selon Jacques. En général, on fait toujours une relation, quand on parle de réalisme merveilleux, on voit toujours Garcia Marquez. Pas que je ne méprise pas, que je diminue pas, que je minimise l'apport important de Cien Años de Soledad dans le réalisme merveilleux. Mais je crois qu'il faut aller encore plus en avant. Il faut aller encore vers ce grand auteur mexicain qui a écrit le grand qu'on considère justement à la source du merveilleux, de ce courant littéraire du réalisme merveilleux, qui a écrit Pablo Páramo. Cette œuvre est considérée comme une œuvre, je veux dire, comme une œuvre clé qui a ouvert la porte du réalisme merveilleux. Páramo. Le mélange entre le rêve et la réalité est fait de telle façon qu'on se perd là-dedans, qu'on ne sent pas toujours quand est-ce que commence le réel, quand est-ce que le merveilleux entre dans le réel ou le réel dans le merveilleux. Remarquez bien que si le surréalisme a pris naissance entre les deux guerres, le réalisme merveilleux n'avait pas besoin de guerre pour exister. Je ne sais pas si je m'exprime clairement là. Et c'est la guerre qui a provoqué ça. Et la guerre a provoqué une sorte, a tellement ravagé la vie humaine et a créé une situation de révolte. Tandis que dans le réalisme merveilleux, il n'y a pas de révolte. Il y a une sorte de contemplation, mais pas une révolte. Donc, il y a une sorte de révolte dans le surréalisme. Enfin, un aspect, c'est pour faire cette démarcation entre réalisme merveilleux et surréalisme. Le surréalisme est en même temps la révolte. Mais c'est en même temps le refus, en même temps un refus. C'est quel refus? Le refus de ce capitalisme, de l'impérialisme guerrier, si vous permettez l'expression. Tandis que chez le réalisme merveilleux, il n'y a pas un refus. Il y a plutôt une recherche de l'émerveillement, du rêve. On va retrouver le rêve dans le surréalisme, mais c'est une autre catégorie de rêve. C'est le rêve débridé. Parce que cette nouvelle jeunesse a été comme désaxée par cette guerre. Fils de bourgeois ou de petits bourgeois, ou de n'importe quelle classe sociale, tous, ils avaient vécu une situation de fin du monde. Et ils étaient entrés
comment je peux dire, en révolte contre ces sociétés-là. Ils étaient contre ces sociétés-là. Et il n'y avait pas d'autre façon pour se venger contre ces sociétés-là que de ne pas marcher sur les encore pour ne pas continuer marcher sur les traces de ces sociétés, mais bien d'aller à l'encontre de ces sociétés-là. Ainsi donc, c'est la révolte. Ainsi donc, c'est Uburoy. Hein? C'est Uburoy qui, de Alfred Jarry, c'est ça? C'est Uburoy qui dira merde à cette société-là en même temps. N'oubliez pas sa pièce, hein? Uburoy, ça commence par merde. On vivait une situation merdique et on comprend cette merde chez Breton. On comprend cette merde chez Uburoy. On comprend cette merde chez tous ces surréalistes. Et ce besoin d'individualisme aussi en même temps. Car la collectivité, si vous voulez, surtout cette collectivité avec cette société qui défendait, cette société bourgeoise qui avait fait faillite, ce fascisme qui, au lieu de résoudre les problèmes, même du peuple allemand ou du peuple italien, a troublé les eaux. On se laisse aller contre toutes les règles, contre toute morale. C'est quoi les règles? C'est quoi la morale? Quand les gens qui se disaient morale, quand l'Église chrétienne a participé vraiment de plein pied dans cette affaire, dans ces deux guerres mondiales, comment parler demain et après ces guerres-là? Comment parler encore de la morale chrétienne? C'était le refus de la morale chrétienne. C'était le refus de l'État capitaliste. C'était le refus du capitalisme. Vous voyez bien. Tandis que le réalisme merveilleux, il n'y a pas de refus. C'est plutôt une acceptation du bonheur. C'est plutôt une recherche du bonheur. C'est plutôt une recherche de l'art de vivre, si je peux dire. C'est plutôt la vie dans ses dimensions merveilleuses. C'est ce que cherche un réalisme merveilleux. Mais en même temps, comme on dit réalisme, ça veut dire merveilleux, l'écrivain ne peut pas non plus ne pas avoir ses deux pieds sur terre. Car le merveilleux en même temps, c'est en même temps le côté, si vous voulez, féerique. Mais il y a la terre. Chez Jacques, c'est pourtant la terre. Très bien. Il y a la terre. Il y a les fleuves, il y a l'Artibonite, il y a les forêts. Il y a tout ça. Il y a cette couleuvre